Bonjour Philippe. Bonjour Céline. Alors, je voulais absolument faire cet échange avec toi parce que j'ai vraiment accroché avec ta façon d'aborder ton expertise qui est la méditation. Mhm. Et j'aimerais bien d'ailleurs que tu te présentes en quelques mots par rapport à ça, s'il te plaît. Mhm. Donc moi j'ai commencé la méditation en 2003. J'ai commencé à faire la méditation zen, puis j'ai fait de la méditation avec des Tibétains, et puis j'ai pratiqué la méditation vipassana. Et puis en fait je me suis rendu compte qu'il y avait un peu une essence commune à ces trois pratiques que j'ai commencé à chercher, que j'ai trouvé. Et puis quand j'ai associé tout ça avec d'autres enseignements, parce que en dehors de la pratique, évidemment, je continuais moi à apprendre, hein. Et donc aujourd'hui, ma démarche, elle est vraiment d'offrir des vrais outils de méditation aux personnes pour qu'ils puissent transférer ça dans la vie de tous les jours et pas uniquement créer un décalage entre la journée où je travaille et où je stresse et puis le soir où je rentre chez moi et je suis obligé de méditer pour essayer de me calmer. Donc ici, vraiment, le but, c'est d'utiliser des vrais outils pour qu'on puisse le faire la journée en permanence, tout le temps, en fait, et partout. Parce que la méditation, pour moi, elle sert à ça. Elle sert pas uniquement à se faire du bien et à se calmer. D'accord. Voilà, justement, c'est ça qui m'intéressait, ce sont ces deux aspects. Le premier, c'est celui où tu as découvert la méditation, où tu as testé, essayé et finalement, tu t'es approprié l'essence de chaque type de méditation, de chaque contexte. Donc ça, c'est très, très intéressant parce que vraiment, tu sais de quoi tu parles et tu as extrait l'essentiel. Et de deux, tu apportes une vision concrète que l'on peut appliquer au quotidien. Et ça, c'est vrai que c'est très intéressant. C'est ce qu'on recherche. À la fois un côté efficace et qu'on peut utiliser très rapidement. Et c'est pour ça que je voulais que tu nous apportes aussi ton éclairage, parce que la méditation, finalement, on retrouve pas mal de points communs. Lorsqu'on doit prendre la parole, il y a certaines choses qui émergent. Alors pour toi, la première chose qui est essentielle, c'est quoi? Si on doit faire le lien entre la méditation et la prise de parole. Mais déjà, pour moi, il y a une première étape qui est super importante et, quand on commence à méditer, c'est de prendre conscience que je ne suis pas mes pensées et que donc il y a des pensées qui apparaissent, mais que ce sont juste des pensées en fait. C'est vraiment une des premières étapes, hein, qu'on découvre quand on commence à méditer, c'est qu'en fait on est identifié à nos pensées et on croit que parce qu'une pensée apparaît, eh ben c'est nous et je suis comme ça, hein. Quand on regarde, quand on observe le langage qu'on utilise dans la vie de tous les jours, c'est ça, hein. On dit je suis stressé, je suis triste, mais alors qu'il y a de la tristesse, il y a des angoisses qui apparaissent, mais c'est pas forcément ce que je suis. Et donc le fait de se détacher des pensées, ça permet déjà de, quand on veut prendre la parole devant des gens, par exemple, de prendre conscience que il y a moi qui va parler devant quelqu'un et qu'il y a une peur qui est là et que ce sont deux choses différentes en fait. Donc les pensées, les émotions sont distinctes de ce que je suis. Et quand je commence à pouvoir faire cette distinction, je commence à gérer les choses différemment, évidemment. C'est le point principal. Et pour moi, il y a un deuxième point super important aussi, c'est de arrêter de croire qu'il faut aucune pensée, aucune émotion et aucune peur quand on va parler devant des gens. Enfin, quand on fait quelque chose avec lequel on n'est pas à l'aise, il y aura forcément des pensées et forcément des émotions qui vont apparaître. Et plus on va se battre contre ce qui apparaît, plus on va stresser et ça fait une sorte de boucle, hein, comme ça qui augmente et qui fait qu'on perd contact évidemment. D'accord. Oui, donc, première chose, le détachement, c'est Oui. super important dans la prise de parole et dans la méditation et dans notre approche finalement de plusieurs événements dans notre vie. Donc, le détachement, ne pas se sentir prisonnier de nos émotions et de nos pensées, savoir prendre du recul, mais aussi l'acceptation, c'est-à-dire accepter le fait que c'est normal, mais qu'on n'est pas complètement prisonnier de tout ce qui se passe, quoi, qu'on peut avoir une certaine prise là-dessus. Ouais. Et quand on médite, c'est souvent ce qui se passe au début aussi. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai compris la méditation, c'est que même s'il y a des pensées, c'est d'arriver à un stade où on va se dire, tiens, ben, ok, il y a des pensées. Et alors, c'est quoi le problème? Oui, Et quand beaucoup de gens font cette erreur quand ils commencent à méditer, c'est qu'ils essaient de ne pas penser. Et on devient fou, évidemment. On a un cerveau, il va jamais s'arrêter, bien sûr. Donc, quand on commence à comprendre en méditation que le but, ce n'est pas de ne pas penser,
On peut appliquer ça quand on fait une prise de parole en public et de comprendre que le but, c'est pas de ne pas stresser, le but, c'est pas de penser, c'est juste d'arrêter de se prendre la tête avec ça, quoi. Voilà, et puis de trouver aussi des petites astuces justement pour mieux gérer son stress, pour que ça ne devienne pas quelque chose d'écrasant. Oui, tout à fait. Le détachement, l'acceptation, ça nous aide déjà à apaiser les choses. Et de comprendre aussi ce mécanisme de boule de neige, que plus je vais refuser, plus je vais stresser, plus je vais perdre mon texte, par exemple, et plus je vais perdre mon texte, et plus je vais stresser. Ouais. Bon, évidemment, ça explose, quoi. Ça. Tout à fait. Il y a un troisième point qui me vient aussi, qui est très important quand on parle devant des gens, c'est l'honnêteté. C'est d'être sincère par rapport à ce qui se passe et d'être transparent par rapport à ce qui se passe. Je me souviens d'un livre que j'avais lu, je ne sais plus de qui, mais c'est pas important, d'un orateur américain qui avait, chaque fois qu'il faisait une conférence, il arrivait devant les gens et au bout de quelques minutes, il devenait tout rouge, il bégayait et il n'arrivait plus à parler. Et puis, il a été voir un coach parce qu'on lui demandait de faire de plus en plus souvent des conférences et le type, il perdait un peu pied, quoi. Il se dit comment je vais faire si le nombre de gens augmente, ça va pas aller. Et ce que le coach lui a appris à faire, c'est être sincère. C'est-à-dire qu'il est rentré sur la scène à un moment et il a dit aux gens, voilà, je vais faire une conférence de 2 heures et je voulais vous prévenir qu'à un moment donné, je vais devenir tout rouge, je vais perdre mon texte et je vais plus savoir quoi dire. Donc, je voulais juste vous prévenir que ça va arriver, je ne sais pas quand, mais ça va arriver. Et à partir du moment où il a été sincère, c'est plus jamais arrivé. Et ça rejoint la boule de neige dont on a parlé, Ouais. J'ai peur que ça arrive, le stress monte. Alors que si je sais que les gens sont prévenus, du coup, j'ai moins peur que ça arrive et du coup, j'évite que ces boules démarrent. Oui, tout à fait. Alors ça, justement, tu me tends la perche là sur l'honnêteté. Moi, ça m'amène à 2 choses. Enfin, ce que tu viens de me dire là, au fait d'être soi déjà, ne pas chercher à être qui on n'est pas. Et la deuxième chose, au fait de connecter avec les gens. C'est-à-dire que là, tu nous dis clairement qu'en fait, on doit partager cet état avec les gens qu'on a en face. Et c'est vrai que finalement, ça apporte une espèce de complicité, de lien. Et c'est ça que recherchent les gens finalement en face. Ils ne sont pas là pour nous juger, ils ne sont pas là pour nous tomber dessus. Ils sont vraiment là pour accueillir ce qu'on a à leur partager. Ouais. Donc, et donc, on pourra terminer par ça tout à l'heure, mais vraiment d'avoir des petits trucs pour justement se connecter avec les gens. Mais déjà, avant de se connecter avec les gens, il faut cette prise de conscience que l'autre n'est pas un ennemi. J'ai jamais vu, moi, des gens, on voit ça dans les films, mais j'ai jamais vu quelqu'un qui faisait une conférence et qui recevait des tomates, quoi. Donc, ça vient des films, Donc, même si vous vous plantez pendant que vous parlez devant un public, souvent les gens dans la salle sont plus gênés que vous, en fait. Ils ont de la compassion, mais souvent les gens ils se disent, oh là là, qu'est-ce que je voudrais pas être à sa place. Donc, on est en relation, on est tous des êtres humains, on sait tous ce que c'est d'avoir peur et on sait tous ce que c'est de se planter. Donc, on n'est pas en face d'un ennemi, quoi. On est juste des gens comme nous, quoi. Et par rapport au fait d'être soi, qu'est-ce que tu peux nous dire? À partir de l'âge de 6-7 ans, on commence à se créer une sorte de personnage mental, et même plusieurs. C'est-à-dire qu'à partir d'étiquettes, de je suis comme ceci, je suis comme cela, on essaie un peu d'avoir une sorte de… On joue un peu un rôle comme ça en permanence. Et au point que parfois, quand des gens font une crise à 30, 40 ou 50 ans, on entend souvent cette phrase de gens qui se regardent dans un miroir et puis qui disent « mais je ne sais pas qui est en face de moi, en fait, qui suis-je? Qui est cette personne, en fait ?» On a tellement joué des rôles. Et donc, les grosses erreurs, évidemment, que l'on fait quand on essaie de parler devant un public, c'est de jouer un rôle. Jouer un rôle d'un grand orateur, de quelqu'un qui est parfait, quelqu'un qui fait ça correctement, qui fait ça bien. Et c'est la pire des choses, évidemment. Donc, le fait d'annoncer aux gens que voilà, je risque de me planter, c'est un côté authentique et je suis comme ça. C'est comme ça que je suis à l'intérieur. Donc, le fait d'être soi-même, ça crée une liberté et ça crée le fait de s'autoriser à être soi-même. Après, on est beaucoup moins sensible par rapport aux critiques qu'on pourrait recevoir. Si on est soi-même et qu'on fait du mieux qu'on peut, comment pourrait-on être pris par une critique, quoi? Les critiques, elles viennent toujours par rapport à je dois être parfait, je dois faire ça bien, je dois réussir, je dois montrer que… Enfin, ça vient toujours de là. Finalement, qu'est-ce que tu peux nous proposer, Philippe, de concret, de rapide, là, tout de suite, pour pouvoir, dans un premier temps, accepter ces émotions?
Donc déjà, comprendre que si les émotions sont là, c'est qu'elles sont là. Okay, si je prends conscience qu'elles sont là, c'est trop tard. Elles sont déjà là. Donc les refuser, ça va pas m'aider. Et un truc très pratique pour se détacher d'une émotion, enfin pour accepter une émotion, c'est déjà simplement de l'évaluer sur une échelle de 1 à 10. Directement de me dire, OK, il y a une angoisse. Il y a une angoisse, c'est pas grave. Sur 1 à 10, c'est combien? À combien est cette angoisse? Et bon, il y a des gens, et le chiffre, on s'en fout. Hein. Il y a des gens, ils vont répondre 9 sur 10. Il y a des gens, ils vont répondre 12 ou 15. On s'en fout. L'idée, c'est, OK, bah là, il y a une angoisse et je suis à 15 sur 10. OK, il y a une angoisse, je suis à 15 sur 10. Et de vraiment avoir cette idée de, c'est comme ça, point. J'ai rien à faire avec ça, c'est juste comme ça. D'accord. Alors ensuite, comment on peut se détacher de ça? Alors, le fait que je peux mettre un chiffre de 1 à 10 sur une angoisse, je peux déjà automatiquement avoir un détachement qui va s'opérer et je peux aussi voir où se trouve cette angoisse dans le corps. Okay? Comment je sais qu'il y a une angoisse en fait? Et juste de porter légèrement l'attention. J'ai pas besoin de fermer les yeux pour ça. J'ai pas besoin de quitter la salle pour ça. Juste de porter le regard, l'attention vers l'intérieur du corps et dire tiens, mais comment je sais qu'il y a une angoisse? Et puis de sentir par exemple une boule dans le ventre ou les mains qui tremblent ou les mains moites et dire tiens, ben voilà, ça c'est mon angoisse. Et ça permet automatiquement aussi de se détacher. D'accord. D'autre part, comment est-ce qu'on peut réussir à être honnête et authentique? Donc ça, j'ai dit tout à l'heure, hein, le fait d'être honnête avec les gens qui sont là, de leur dire au départ, voilà, bah, par exemple, c'est la première fois que je parle devant un groupe, donc je suis assez stressé, donc d'être honnête avec ça. Et pendant que l'on parle avec les gens, de commenter ce qui se passe. Vous perdez votre texte, ben, on s'arrête et dit, tiens, j'ai perdu mon texte. Je vais prendre ma feuille et je vais me relire. On bégaye, on dit, tiens, bah, je suis en train de bégayer. Si vous vous mettez à rougir, de dire, tiens, bah, je suis en train de rougir, là non. Et de chaque fois tourner ça un peu dans le sens de rigolade, humour, mais en commentant ce qui se passe. Cacher ce qui se passe, ça sert à rien. Enfin, essayer de cacher que je rougis, ça n'est pas très sérieux comme démarche. Hein. Et enfin, comment tu peux réussir à te connecter aux autres? Et donc déjà, il y a ce qu'on a dit au début, hein, c'est cette idée de comprendre au départ que je ne suis pas différent des gens qui sont en face de moi et que même si moi je stresse parce que je vais parler devant des gens, ben peut-être que les gens dans la salle ils stressent parce qu'ils se disent on va s'embêter pendant 1 heure et demie. Hein. Donc on vit tous les mêmes émotions et pour commencer, avant de parler, c'est de parler aux gens qui sont là. C'est-à-dire même de s'approcher, même de choisir une personne ou deux dans la salle. Il ne faut pas parler forcément à tout le monde, mais de parler à une personne et de dire tiens, vous venez d'où, à quelle heure vous êtes arrivé, vous êtes garé où, enfin une bêtise, mais pour se connecter avec la personne, parce que inconsciemment, ça permet de prendre conscience que c'est quelqu'un, c'est un être humain en fait. On a tendance à avoir une salle devant nous avec les méchants par là et moi ici. Donc non, ça permet une reconnexion. Et il y a un truc qui est utilisé par les grands orateurs par rapport au public, c'est par exemple, est-ce que vous m'entendez bien? Et on demande aux gens… Oui, nous t'entendons. Est-ce que le fond m'entend? Est-ce que l'avant m'entend? Et quand les gens lèvent la main, ça vous crée aussi une connexion avec le public. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bah, écoute, Philippe, merci beaucoup pour tout ça. Pour toutes celles et ceux qui souhaitent aller plus loin dans la découverte et dans la pratique de la méditation, donc sachez qu'il y a des tonnes d'outils sur le site de Philippe qui est phid.be, PHID, comme mon prénom et mon nom, Philippe Delneufcourt. D'accord. Et donc, tu as un blog, donc on trouve des articles, on trouve des vidéos, on trouve des podcasts gratuits, plein de choses, plein d'exercices, d'astuces, de conseils, et aussi ta formation. Oui. Et je crois que tu animes des ateliers vers chez toi en Belgique. Tout à fait, oui. Et également, tu peux aussi coacher des gens à distance en visioconférence à la demande. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce que fait Philippe, c'est super. Voilà, moi j'adhère complètement. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup Céline. Et à très bientôt. Merci. Au revoir.